Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Belindola et réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. Qu'est-ce qu'être un artiste ? Jusqu'où peut-on aller au nom de la création ? Cette semaine, je vous invite à écouter Constance Meyer et Sébastien Poudroux, les auteurs et metteurs en scène de Contre, au Théâtre du Vieux-Colombier du 25 septembre au 3 novembre, une pièce d'après l'œuvre et la vie de John Cassavetes et Gena Rowland qui explore, entre autres, ces deux questions. Dans Contre, Constance Meyer et Sébastien Poudroux interrogent l'engagement existentiel de ce couple mythique de l'histoire du cinéma. La pièce interroge le processus de création, le rapport à la critique, à l'ego et l'art comme manière de vivre. Nous voici Constance Meyer et Sébastien Poudroux dans la salle de musique ou la salle d'enregistrement de la Comédie Française, située au bout d'un dédale de couloirs souterrains que seuls les habitués comme vous, Sébastien Poudroux, réussissent à identifier, à reconnaître. Je crois qu'on est peut-être même sous les jardins du Palais Royal, j'en sais rien. Je me plais à penser que c'est le cas. J'ai aucun sens de l'orientation, mais Imaginons que nous le sommes. Très bien. Merci de votre présence à tous les deux. Bienvenue. Bonjour. Merci. Alors, Bonjour. Constance Meyer, quelques mots sur vous, sur votre travail. Vous êtes scénariste, réalisatrice, metteuse en scène. Vous avez fait vos débuts comme assistante au théâtre de metteurs en scène comme La Salle, Jules Bondy, Martial Di Fonzobo, avant que de vous consacrer au cinéma, que vous avez étudié aux États-Unis. Vous avez réalisé plusieurs courts-métrages primés et en 2020 un long-métrage qui s'appelle Robuste, avec entre autres l'acteur Sébastien Poudroux qui est en face de moi. Bonsoir, bonjour. Bonjour, Êtes Béline. acteur, auteur, metteur en scène, sociétaire de la troupe du Français depuis 2019, mais vous êtes entré au Français en 2012. Vous avez mis en scène ici plusieurs spectacles, dont Les Précieuses Ridicules et Les Serges, avec votre camarade Stéphane Varupen, dont Éric Ruff dit que vous avez divorcé, Stéphane Varupen. Oui, c'était triste. Alors, écoutez, on en parlera peut-être. Vous avez co-signé comme une Pierre Qui sur Bob Dylan, qui a été également joué à la Comédie Française avec Marie Raymond, et avec votre camarade du Français Clément Bresson, vous avez co-créé Vers Vanda et André, une pièce savoureuse d'après la vie d'André Agassi. Alors, vous avez repris les répétitions au Vieux-Colombier pour cette première, bientôt la première, dans 2 semaines. Vous en êtes où exactement, Constance Meyer, Sébastien Poudroux, avec Contre? Où est-ce qu'on en est ? On continue nos répétitions, on travaille. Là, on est en train de régler un peu les lumières, d'introduire le son. On reprend en fait dans la chronologie toutes les scènes Ouais, c'est-à-dire du spectacle. qu'avant l'été, on était dans un travail assez... On est répété dans une toute petite salle de répétition au Vieux-Colombier, donc dans quelque chose d'assez intimiste. Et là, en fait, avec l'arrivée vraiment au Vieux-Colombier, on est plutôt dans la phase qui est très excitante, où le spectacle est en train de prendre sa forme, quoi. Avant ça, on était plutôt dans des choses de jeu, de direction d'acteur, et là, on est en train de construire vraiment l'univers esthétique du spectacle. Avec les costumes, vous commencez avec les costumes, avec la lumière, la les musique, accessoires. et toute la pression qui va avec, qui monte graduellement jusqu'à devenir insoutenable. Alors moi j'ai vu quelques répétitions, j'ai pas senti beaucoup de pression, il y avait quelque chose de très fluide entre vous et Constance et puis Sébastien et vos camarades. Je pense que quand on travaille, on a moins la pression que quand on sort du théâtre. Et quand on en parle, nous, le soir, on peut être un peu plus... être saisi d'angoisse soudain. Mais c'est vrai que dans le travail et dans le rapport aux acteurs et à notre équipe, on est tellement bien, on est tellement heureux qu'il y a que ça prend toute la place, en fait. On n'est pas dans un... Puis on est assez avancé, on a eu aussi ce mois d'août pour laisser reposer les choses, ce qui est un luxe assez incroyable. Qu'est-ce qui change pendant ce mois d'août, par exemple ? Je vous vois venir, peut-être vous avez... Non, parce que... Gena Rowland est décédé le 14 août, alors exactement, puisqu'il s'agit de Gena Rowland et Cassavetes, quel élément supplémentaire ça apporte ? Ça a été assez étrange parce qu'on savait qu'elle était très vieille et donc on supposait que, on la savait vers la fin de sa vie, elle avait 94 ans, ou 93, je ne sais plus, 94. Mais en fait, tout d'un coup, d'apprendre sa mort,
moi, ça m'a vraiment bouleversée, étrangement, parce que c'était comme une sorte d'incursion du réel dans quelque chose qui a été que de l'ordre d'un travail fondé sur une réalité, mais une réalité que, je veux dire, on n'a jamais rencontré Gena Rowlands, on lui a jamais parlé, donc c'était sa vie et son travail qui ont habité ces 2 dernières années pour nous. Et d'un seul coup, d'apprendre sa disparition, ça a été un truc très, très... assez brutal, étrangement, et surtout un effet de réel que moi, j'étais pas du tout prête à vivre. Oui, parce qu'en plus, pour nous, Gena Rowlands, c'était devenu Marina Hans. Qui joue donc le rôle de Gena Rowlands, et qui est aussi fatalement dans notre pièce. Notre pièce, elle est très hybride, en fait. Elle est très composite, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont purement françaises, en fait, dans notre pièce aussi, qui indiquent, en fait... qui indique aussi au spectateur qu'on n'est pas dans une logique de biopic, en fait, du tout. En fait, on est dans quelque chose de plus je sais pas d'ailleurs comment décrire le travail, mais en tout cas pour nous c'était Marina, Gena, et donc on n'arrêtait pas de faire des va-et-vient entre cette réalité, la réalité de ces gens qui ont vécu d'une manière tellement intense dans ces années 60, 70, 80. Et puis ça nous aide à nous rappeler aussi tout simplement que, voilà, comme le disait le père de Cassavetes, quand on se lance dans ce métier, on donne une voix à des gens. Enfin, même quand on fictionne, même quand on parle de gens qui n'existent pas, on parle pour des gens qui ont existé, qui existent vraiment. Donc il y a une sorte de responsabilité qui va avec ça. Ce sont 2 personnages et leur travail et leur vie qui sont assez éloignés de vous quand même et de votre public. C'est 2 Américains qui parlent de la société américaine, les classes moyennes en gros, à une certaine époque. Comment, qu'est-ce que vous y trouvez, vous ? Justement, vous disiez finalement, nous, ce qu'on fait, c'est assez français, à dire ou à prendre ou à observer. C'est très universel, hein, déjà. Après, c'est très ancré dans une réalité, dans la société américaine, une réalité socio-professionnelle, même politique. Mais leur parcours et leur rapport à leur art, c'est quelque chose que nous, on peut totalement se représenter. Et en plus de ça, même les gens qui ne sont pas artistes, à mon avis, pourront avoir un lien à cette... c'est vraiment aussi un spectacle qui parle du rapport à la passion, à l'investissement qu'on met dans les choses qu'on fait, quand même. C'est très généralement. Oui, bien sûr. Il y a de ça. Et à la place qu'on a dans la société, au conformisme. Qu'est-ce que c'est que se conformer à quelque chose qu'on attend, se conformer à des attentes, ou au contraire, d'une manière assez obsessionnelle dans le cas de Cassavetes, ne surtout pas se conformer. Et qu'est-ce que ça crée dans la vie de quelqu'un de refuser de se conformer. Et le personnage de Gena, nous on en parle comme d'un personnage bien sûr, parce qu'on ne peut pas parler à sa place, c'est un peu les mêmes questions qu'elle se pose. Elle a l'air beaucoup plus conventionnelle comme ça, mais en fait c'est quelqu'un qui je crois, se posait ces questions-là aussi. Qu'est-ce que je veux vraiment faire ? Qu'est-ce que je cherche dans le travail ? Ne jamais aller vers les évidences et ce qu'on attend. Cette pièce, donc écrite en collaboration avec Agathe Perrard, elle a pour objet ce couple mythique du cinéma indépendant américain, même si Gena Rowlands a été au-delà du cinéma indépendant, un couple d'artistes, ce que vous êtes également tous les deux, dans la vraie vie, comme on dit. En quoi cette subjectivité-là, votre regard subjectif, apporte à la pièce, au sujet, à l'écriture ? Est-ce que ça apporte quelque chose, le fait que finalement un couple d'artistes regarde un couple d'artistes ? Tout simplement une proximité. Enfin, une proximité... Oui, c'est... En fait, après, ça a été assez compliqué pour nous, cette question-là, parce qu'il y a eu énormément de phases d'écriture, et on s'est dit, il y avait la grande question, comment on traite l'intimité entre John et Gena ? Vous jouez John. Moi, je joue John. Vous êtes à la fois auteur, metteur en scène et John. Voilà. Et Marina, Hans joue Gena. Donc, il y avait la question, on est passé par beaucoup de phases, et on a essayé à un moment, on s'est dit, comment raconter leur quotidien ? Mais en fait, c'est
très vite, on s'est rendu compte que c'était pas possible parce qu'on ne sait rien de ce quotidien, parce qu'ils étaient très secrets, parce qu'on sait juste qu'à la fin de sa vie, John dit qu'il a été un mari atroce. Voilà. Et on n'avait pas du tout envie d'être dans cette logique de, voyeuriste. En fait, on voulait ne s'appuyer que sur des choses qu'on connaît, c'est-à-dire fictionner des choses, vraiment, inventer vraiment des choses, mais des choses qui reposent sur des choses qu'on a lues, ou qu'on a des choses tangibles. Votre matériau pour écrire cette pièce, c'est quoi ? Alors, notre matériau principal, c'est le grand livre d'entretien qui s'appelle Cassavetes par Cassavetes de Ray Carney, qui est un universitaire et critique, enfin surtout universitaire américain, spécialiste de Cassavetes, grand admirateur de son œuvre. Et ça, c'est un ouvrage de 1000 pages, et c'est absolument... c'est un peu notre Bible. On s'est fondé là-dessus, mais on a aussi... lu plein de livres, vu évidemment tous les films de Cassavetes, mais aussi d'autres films de cette époque. On a regardé des making-of, des vidéos, tout ce qu'on a pu trouver en fait, et c'était très important pour nous de ne pas hiérarchiser, dire ça c'est valable comme source et ça c'est pas valable. En fait, c'était comme si on absorbait, au début en tout cas de l'écriture, on a vraiment absorbé toutes ces sources différentes, et ce qui restait comme quelque chose d'intéressant à nos yeux, on l'a gardé en fait. On n'a pas cherché à écrire quelque chose de noble ou de se mettre d'un point de vue d'une biographie de ces gens-là. On a vraiment cherché à créer des situations théâtrales en fait, à partir de tout ça. Il y a 3 axes. La création. Comme thème. Ouais. À 3, je sais pas. Bon, c'est lesquels les autres? La critique. Oui. Ah oui, non, il y a un peu 3 axes dramaturgiques dans le spectacle. Ah oui, tout à fait. 3 articulations, on va dire. Exactement. Ouais. Il y a tout ce qui concerne la création, la fabrication d'une femme sous influence et sa réception. Donc, Une femme sous influence, qui est un film dans lequel joue Gena Rowlands, et qui date de 1974, que beaucoup de gens connaissent. C'est un peu la pierre angulaire de l'œuvre de Cassavetes, en tout cas à nos yeux et aux yeux de beaucoup de monde, je crois. Et donc, on a choisi de prendre qu'un seul film. Après, on a construit des séquences d'émissions de critique, donc tout ce qui est critique et réception d'une œuvre et le dialogue qui peut exister entre une œuvre et son public, quel qu'il soit, que ce soit des critiques ou autres, ou les spectateurs. Et ça, c'était important pour nous d'avoir cet aspect-là, parce que donc il y a cette figure de Pauline Kael, qui est une grande critique américaine. Qui existait, qui est réelle et qui est jouée par Dominique Blanc. Et pourquoi c'était important pour vous? Je vous coupe, mais pourquoi c'était important parce qu'en l'occurrence, les critiques à l'époque et à cet endroit-là avaient sans doute beaucoup plus de poids, d'importance. Bien sûr. Pauline Kael, qu'aujourd'hui. Ouais. Donc qu'est-ce que ça dit? Parce que c'est toujours intéressant au théâtre d'avoir une figure antagoniste. Et Pauline Kael, c'est un bon personnage, ça c'est sûr. Pauline Kael, c'est vraiment un personnage. Déjà dans la vie, elle était un personnage, et au théâtre, il y a une... Elle déteste le travail de Cassavetes. Le travail de Cassavetes, elle déteste le travail de beaucoup d'autres acteurs, réalisateurs, Clint Eastwood, pour ne citer que lui. Et elle est finalement, c'était un personnage dont on a découvert en fait la richesse théâtrale en écrivant et en travaillant sur elle. Parce qu'elle était aussi elle-même un peu pionnière en fait, à sa façon, pionnière dans la critique, elle a vraiment inventé une façon d'écrire, une façon de se positionner par rapport au film d'une manière extrêmement subjective, et elle nous semblait d'autant plus intéressante qu'elle a énormément de points communs avec Cassavetes, un côté assez radical, violent, très c'est donc c'est toujours intéressant d'avoir un antagoniste qui partage des points communs très forts avec le... C'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Exactement, ils ont même eu des rapports très conflictuels, mais aussi très presque un peu amoureux, un peu étranges. Il y a une sorte... on y a vu... on a décidé, nous, d'y voir quelque chose de presque un peu sexuel. Érotique, dans la haine qui s'est tissée tout au long de leurs 2 carrières,
mais très à distance parce qu'ils ne se sont pas énormément vus. Oui, mais ils se sont croisés quelques fois. Cassavetes lui a piqué ses chaussures. Après, il les a achetées par la portière d'un taxi. Il lui a piqué volé son manteau. Il lui a rapporté chez elle. Enfin, après, ça, c'est réel. Il lui a piqué ses réel. chaussures et volé son manteau. Il l'a pris dans ses bras, il l'a levé en l'air. Il l'a humilié. Qu'il l'aime. Voilà, il a essayé de l'humilier. Enfin, mais bon, il lui a aussi rendu la monnaie de sa pièce, parce qu'elle avait une telle influence, elle était vraiment capable de faire et défaire des réalisateurs à l'époque. Il faut savoir que les films de Cassavetes ne marchaient pas, en plus. Donc c'est une bonne critique de Pauline Kael aurait pu aurait pu déclencher quelque chose, influer sur le succès de ses films, et elle n'a fait que l'enfoncer à chaque fois, quoi. Et alors la troisième articulation, c'est la polémique, le contre. Alors la troisième, le troisième pôle un peu dramaturgique, c'est une histoire qu'on a inventée qui est fondée sur une plainte qu'aurait déposé un des chefs opérateurs de John Cassavetes sur son premier film qui s'appelle Shadows, qui date de 1957. Donc c'est une plainte qui est fictive dans notre spectacle, mais qui est fondée sur une vraie histoire, qui est que le chef opérateur de Shadows a déposé plainte contre Cassavetes parce qu'il avait promis un certain pourcentage des recettes de Shadows, qui était un film complètement fauché qu'ils ont fait absolument sans rien, sans aucun financement, et où chacun a beaucoup donné de sa vie, de son temps, de matériel, des copains ils allaient tourner dans un bar, dans un truc, enfin c'est tout tourné de nuit dans les rues à New York. Et Cassavetes avait promis un certain pourcentage qu'il n'a finalement pas donné. Et donc, nous, on a réinventé toute une histoire qui se passe 25 ans après ce film Shadows, et où ils auraient eu une altercation. Et donc, le chef opérateur dépose plainte contre Cassavetes pour coups et blessures. Et de là découle tout un tas d'auditions qu'une policière mène pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé à cette soirée. Et ça a quelque chose à la fois assez jouissif, parce que c'est un petit événement entre deux personnes qui se détestent, mais en fait chacun a sa version et chacun son interprétation de ce qui s'est passé, et ça nous permet juste de prendre ça nous a en tout cas beaucoup donné du plaisir dans l'écriture de faire que tous ces personnages déclinent leur propre vision de Cassavetes et d'une situation donnée. Et donc ça, c'est des personnage en question est joué par Jordan Rezghi. Oui. Alors oui, le chef opérateur est joué par... Mais bon, c'est une plainte fictive, mais ça repose aussi sur énormément d'altercations que Cassavetes a eu tout au long de sa vie, de bagarres, de provocations. Il s'est battu avec tout le monde, même avec des gens qui étaient plus forts que lui. On a une image assez glamour de ce couple, parce que c'est aussi ce qu'il renvoyait, mais c'est une forme de réécriture aussi, très iconographique, parce qu'ils étaient très beaux. Il y a beaucoup de photos, de mode, qui sont très stylisées, très stylées, comme diraient les gens avec qui je vis. On oublie quand même que Cassavetes, c'était aussi un horrible personnage, destructeur, très intelligent, donc très sophistiqué dans sa façon de manipuler, de pratiquer l'emprise. Vous qui pratiquez John Cassavetes en ce moment, Sébastien Poudron, je le pratique. Je pense que d'ailleurs Ray Carney en parle beaucoup, l'auteur de ce livre Somme sur son œuvre, qui l'a approché un peu à la manière d'un fan, et puis qui à un moment a été un peu arrêté par cette personnalité en fait, qui effectivement... Parler de violence, Constance, c'est très présent quand même. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence en lui. De colère, je dirais aussi. De colère, de révolte, Oui, voilà. Et ce qui est le plus intéressant pour nous, au-delà même de toutes les petites anecdotes qu'on peut tirer de cette colère, de cette violence, c'est finalement que chacun a un regard différent sur cette chose-là. C'est-à-dire qu'en fonction des circonstances, de qui il a en face de lui, cette violence, elle est perçue différemment. Par certains, elle pourrait être perçue comme une chose... Par exemple, Lynn Carlin, qui est l'actrice qui a joué dans Shadows, justement, dans Faces, pardon, que Cassavetes a quand même poursuivi avec un couteau, joué une scène. Elle raconte des années après, c'est une expérience extraordinaire pour moi, alors que sans doute elle a vécu un enfer, et elle dit, moi je ne savais pas que j'avais ce rire-là.
quand je me suis entendu rire comme ça, quand je me suis vu et que je me suis entendu rire comme ça, j'ai été complètement stupéfaite. Donc ce qui vous intéresse, c'est cette ambiguïté-là Oui, c'est cette ambiguïté-là. Et pour nous, c'est pas du tout l'idée, je pense que les gens le comprendront quand ils verront le spectacle, de dire que Cassavetes était un génie incompris ou que Cassavetes c'était... Ce qui nous intéresse, nous, c'est la contradiction. C'est qu'un être humain, oui, il a des bons côtés, des mauvais côtés. Enfin, je veux dire, c'est... Et ce qui est intéressant, c'est la multiplication de points de vue autour d'une personne qui en fait la complexité, quoi. Ce qui, je crois aussi, est un des éléments importants de notre pièce, c'est que on regarde ces personnalités qui sont parfois violentes, parfois très tendres, enfin bref, avec leurs contradictions, et on regarde aussi ce que le temps fait sur ce genre de personnalités qui ont créé, qui ont dédié leur vie entière à la création et qui se sont presque un peu sacrifiés là-dedans. Enfin, il y a quelque chose d'assez sacrificiel dans le système Cassavetes, parce qu'il a fait et refait toujours les mêmes films dans des circonstances toujours très, très compliquées, de tension, de manque d'argent, de manque de reconnaissance. Et il a aussi fait en sorte que ce soit compliqué. Mais il le créait lui-même, ça, évidemment. Et c'est presque une condition, on se demande si c'est pas une condition de son propre talent, en fait. C'est que c'est quelqu'un, il faut pas oublier, qui est né qui est né à New York, mais qui est de parents grecs. Donc c'est un immigré, il a toujours été un cancre, il a toujours été une sorte de petit voyou, de petite frappe un peu. Et il garde, je crois, sans vouloir l'essentialiser ou le rendre complètement simple comme ça, mais il a en lui cette espèce de lutte pour sa survie, quoi. Je sais pas, il y a un truc comme ça, ouais. et qu'on ressent dans ses films. Et voilà, et en fait, évidemment, on peut pas faire une pièce en jugeant les personnages. On les aime avec tous leurs défauts. Et toute leur violence et toutes les choses qui sont condamnables. Et c'est important pour nous de ni faire quelque chose d'hagiographique, ni non plus condamner et dire, voilà, c'était un sombre macho. Pourquoi eux ? Pourquoi vous les avez choisis, eux, au départ ? Alors, moi, comme je suis cinéaste, comme je suis réalisatrice, je suis un peu entrée dans la cinéphilie vers 18 ans, assez tard, en fait, avec Cassavetes. Ça a été vraiment un choc pour moi, la découverte de ces films. Après, ce qui nous a un peu intéressés au tout départ avec Sébastien, c'est que je lui disais, mais moi, ces films-là, quand je les ai revus vers l'âge de 30 ans, ils m'intéressaient plus tant que ça. J'avais perdu un peu l'urgence. Je savais plus très bien pourquoi, à l'âge de 18 ans, j'avais été si marquée. Et donc, on a voulu les revoir pour essayer aussi de comprendre. Et en fait, ce qui nous intéressait, c'était le personnage. Sébastien a commencé à lire ce livre d'entretien. Je crois qu'on est intéressé par les personnalités extrêmes, en fait. C'est ça qui fait du théâtre. Et puis les gens vous aimez bien les personnalités extrêmes. Moi, j'aime bien les Dylan à Gainsbourg. Alors, je sais pas André Agassi, il est moins radical. Il est moins radical, sans doute, mais il partage une forme l'histoire du spectacle d'Agassi, c'est une histoire sur le sentiment de marginalité, comment accorder son sentiment intérieur à l'attente, au contexte, à la norme, à la société. Donc en fait, il y a une chose très commune, et Barbara Loden aussi, chez tous ces personnages. C'est que des personnages qui, à leur manière, ouvrent des voies, d'une certaine manière. Même Agassi, c'est une façon de se montrer, une certaine image de lui-même. C'est un des premiers aussi à avoir un peu rendu sensible le sport. Complètement. On va parler de l'aspect humain qu'il y a derrière un athlète. Et donc, c'est des gens qui ouvrent des voies aussi, mais aussi pas d'une manière, comme le dit Jenna à la fin, en fait. Ils n'ont aucune conscience d'être des pionniers, en fait. Ça se fait malgré eux, ça se fait parce qu'il y a une nécessité viscérale, profonde, de dire autre chose, de raconter autre chose que ce qui est raconté. Le récit, à l'époque hollywoodien, le récit institutionnalisé de l'époque, ne leur convient pas. Le personnage féminin à l'époque ne leur convient pas. Le carcan qu'on donne à la femme dans les films de cette époque-là,
Gena Rowlands, donc, est décédée cet été, juste avant la reprise des répétitions. Disparue le 14 août, elle est aujourd'hui considérée par beaucoup de comédiennes, de comédiens comme une espèce de modèle, de maître étalon du jeu. Si vous deviez définir son truc, qu'est-ce qu'elle savait faire que les autres ne savaient pas faire? Alors évidemment, on ne pourra jamais définir, c'est ça qui est beau. En fait, on peut quand même dire qu'elle a, sous le regard de John Cassavetes, créé, elle a incarné un style de jeu complètement nouveau, mais qui est aussi complètement indissociable du genre de personnage qu'elle jouait. Parce qu'en fait, elle ne peut déployer son art d'actrice à ce point hors norme que parce qu'elle a des personnages hors normes à jouer. Absolument. Elle était hors norme parce qu'elle était sur le fil toujours? Sur le fil, entre la norme et la marge, dans cette espèce de questionnement perpétuel de la normalité et de ce qui se fait et ne se fait pas. Et c'est exactement... En fait, on disait avec Sébastien, ce qui est incroyable, c'est que les grands acteurs sont à la fois des gens qui arrivent à incarner des personnages d'une manière totalement nouvelle, mais c'est aussi un commentaire sur le jeu d'acteur qu'ils nous offrent en même temps. Et ce que fait Gena Rowlands, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui amène une nouvelle vision du jeu en même temps qu'elle est en train de jouer. Et je crois que c'est... Si on devait donner une définition, nous, en tout cas aujourd'hui, je pense qu'on... Oui. Moi, je pense tout le temps à... une chose sur un aspect de sa vie qu'on connaît pas très bien, mais elle dit qu'elle a été malade pendant 1 an, qu'elle a été très malade quand elle était petite. Quand elle était très petite, et moi ça me marque toujours cette chose-là, parce que je pense que c'est un moment où elle a été complètement arrêtée, et je pense que c'est là que son imaginaire d'actrice en fait a été très fertilisé, très fort. Et il est surpuissant, son imaginaire d'actrice. Ouais, il est surpuissant. Et Cassavetes le dit aussi, le dit lui-même, et c'est au-delà même de son imaginaire, c'est son plaisir du jeu qui est surpuissant. Elle a un plaisir de jeu infini qui est palpable, en fait. Je pense que c'est ça qui touche très fort, même dans son écoute. Il y a toute une scène, je pense, celle-là, mais il y en a plein, mais dans Minnie and Moscovitz, avec un acteur qui s'appelle Val Avery, qui est une scène de restaurant où le mec est censé être là pour un rendez-vous galant, et il passe son temps à lui hurler dessus. Et elle a une écoute exceptionnelle, complètement unique, qui est faite de gêne, en même temps de curiosité, de trouble, d'envie de se barrer, en même temps elle est amusée. Enfin, il y a tellement de choses qui passent. C'est ça la beauté d'un acteur, en fait, c'est de voir des couleurs, des émotions miroitées. En fait, c'est comme une peinture, et c'est très très fugace, quoi. Chez Gena Rowlands, c'est des choses, ça change d'une seconde à l'autre, quoi. C'est extrêmement mouvant ce qu'on voit. Pourquoi vous dites spécifiquement chez Cassavetes? Parce que c'est lui Parce que lui, il ne marque rien. Donc l'acteur est au centre. Et donc on ne peut voir un acteur faire ses oscillations et rentrer dans plein d'émotions, même contradictoires à l'intérieur d'une scène, que si le réalisateur en face n'a pas prédéterminé et prédécidé ce que l'acteur devait vivre. Là, tu es en colère, là, tu vas être triste. Voilà, là... les chants contre chants, les choses comme ça. Il ne... Je veux dire, ce qui est au centre de son cinéma, évidemment, je dis une banalité, tous les gens qui connaissent Cassavetes le savent, mais c'est l'acteur, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qui compte que la personne qui est filmée. Il y a pas... C'est ça le décor, c'est ça. Et pourtant, les décors sont très, très minutieusement choisis, les costumes encore plus, etc. Mais c'est quelqu'un qui ne fait pas de blocking comme disent les Américains. Il n'y a pas de marque au sol, il n'y a pas de lumière prédéterminée. Tout est construit autour de l'acteur, et l'acteur est libre, et trop libre même. Parfois, ils en parlent trop tous. Libre au goût de Gena elle-même, qui a eu des conflits extrêmement violents avec Cassavetes et Peter Falk aussi. Parce qu'il la laisse aller trop loin? Non, parce qu'il ne donne pas d'indication. Il disait, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais. Le rôle, c'est toi. Et ça peut être très dur à vivre pour un acteur, surtout avec des... C'est vertigineux. Vertigineux. Et l'acteur a besoin d'être rassuré, qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Et Cassavetes, c'est tout le temps en train de dire les bons acteurs, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est un prolongement de la vie. Alors, vous êtes 2 artistes qui observent des artistes. Est-ce qu'il y a une espèce de fil commun, enfin de fil qui vous relie? Est-ce qu'il y a une espèce de langage universel d'artistes entre les artistes? Moi, je pense pas... Enfin,
Parce que je sais qu'ils étaient assez éloignés de vous parce qu'ils ont vécu avant, ailleurs. Moi, je me suis jamais imaginé que, en fait, en travaillant sur eux, je me suis jamais dit je les comprends parce que je suis moi-même une artiste. Je me mettais pas du tout en tout cas toi t'es acteur donc c'est peut-être un art encore un peu différent, mais je veux dire je me suis jamais dit moi qui connais bien tout ça, etc. Au contraire je me suis moi qui suis une artiste, oui voilà, enfin j'étais vraiment comme être humain, comme personne, parce qu'en fait je crois qu'on n'a pas non plus essayé d'écrire une pièce qui glorifie particulièrement le fait de faire des films plus qu'autre chose. C'est vraiment il se trouve qu'ils font des films, mais ils auraient pu être directeurs d'usine ou voilà. Et évidemment on parle d'une certaine forme de passion et de rapport passionnel à ce qu'on fait, mais je crois qu'on a essayé de pas trop non plus idéaliser cette chose-là, de montrer l'aspect purement humain de cette entreprise-là. Oui, ça aurait pas été... c'est pas un angle intéressant. De quoi l'artiste qui regarde l'artiste ? Oui, l'artiste, de toute façon, la géographie de l'artiste, maudit, etc. Ce qui est intéressant, c'est la problématique humaine. C'est pour ça que vous avez évité le biopic ? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Comment vous passez, quand vous jouez Gena Rowlands et John Cassavetes, par exemple, comment on évite l'écueil de la ressemblance ou du mimétisme? C'est le thème, en fait. C'est que fait, assez vite, on ne pense pas tellement aux personnages à ressembler, à parler comme eux, mais plutôt à essayer de réfléchir à ce qui les habitait. Quel était leur centre d'intérêt, quelle était leur préoccupation, qu'est-ce qu'ils voulaient, eux. Et à quel point, et on essaie de savoir à quel point on peut s'identifier à ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils voulaient, c'est exister pour eux-mêmes d'une façon pleine et entière, comme des individus. Et ça, moi, c'est quelque chose dans laquelle je me reconnais. Je me crois pas capable d'imiter Cassavetes, mais je peux avoir quelque chose de familier avec cette chose-là. Et d'ailleurs, on a eu exactement la même approche pour les personnages des critiques que pour John, Gena, Peter, etc. C'était pas, on ne les traitait pas comme une sorte d'aristocratie dans notre pièce, parce que ce sont des créateurs, etc. Les critiques sont tout autant passionnés et complètement viscéralement attachés à ce qu'ils disent, ce qu'ils représentent, ce qu'ils veulent faire, etc., que les acteurs, les producteurs, etc. Il fallait pas... Enfin, on a vraiment essayé de créer en tout cas, on essaye, j'espère que ça marche, que tous ces personnages aient la même noblesse, la même dignité, quelle que soit leur fonction. Et les critiques, c'était très important pour nous, que ce soit pas juste un peu le côté... Il peut y avoir un truc un peu ironique sur... des gens qui critiquent un film et qui s'emballent et qui s'enflamment pour un film, on pourrait se dire non mais il faut se calmer, tout va bien, c'est juste... Non, ils ont la même... C'est pas toujours des personnages très positifs, les critiques. Ouais, mais dans notre pièce, on voulait et on voulait qu'ils soient aussi aimables et aussi fous que les autres. Vous évitez le biopic et le littéral et la référence directe. Qu'est-ce qui reste de la véracité finalement dans cette pièce sur Rowlands et Cassavetes? Les gens pourront le dire plus que nous. Nous, c'est étrange parce que je crois que les choses se sont aussi énormément mélangées dans notre tête. Donc, on sait exactement, bien sûr, les choses qui sont on connaît nos sources, etc. Ouais. Mais je pense qu'il y a une sorte... On a vraiment choisi cette nature un peu hybride avec ces trois axes différents qui se mélangent et qui s'entrelacent. On voulait pas... on voulait que la question de la véracité s'éloigne au profit de la question du vrai, en fait. Exactement. Est-ce que c'est... Moi, j'avais été très, très marqué quand on faisait la pièce qui s'appelait Le Nouveau Roman avec Christophe Honoré, où en fait on représentait des auteurs du Nouveau Roman, donc Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, etc. Et entre autres a été représentée sur scène Catherine Robbe-Grillet, qui était venue nous voir à Avignon. Donc c'était assez troublant, comme si Gena Rowlands avait venez voir votre pièce. Venez voir notre pièce. Et en sortant de la pièce, et tout était complètement fictionné, mais à partir de choses réelles. Et elle avait dit, vous avez tout inventé, mais tout est vrai. Et moi, ça, c'est le fil que vous avez tiré pour cette pièce. Oui,
Et on espère, moi j'aimerais, ce serait bien si, je sais pas, un des Cassavetes venait et qui disait ça. C'est parce que je pense que, même si, voilà, forcément c'est théâtral, c'est un objet théâtral, donc on invente. Mais c'est un peu votre patte, Sébastien, parce que je me souviens d'une rencontre que vous aviez faite avec Jane Birkin. Mm-hmm. Et c'est un peu ce qu'elle avait dit, c'est-à-dire c'est sans doute le truc le plus fictionnel que j'ai vu sur Serge, et en même temps c'est ce qui me rapproche le plus de lui. Bah oui, Elle avait dit une phrase comme ça. Oui, parce qu'on essaie de toucher, de se relier à une chose profonde, pas à l'anecdote de il était avec elle, il était avec machin, et était avec truc. On essaie de se relier personnellement, intimement à quelque chose, et je pense que c'est une meilleure manière de raconter une figure que d'essayer de se coller aux faits et à une sorte de déroulé un peu scrupuleux des événements, quoi. Alors c'est la fin de ce podcast, et avant de vous quitter, avant de dire au revoir, question tout à fait simple et en même temps assez difficile. Quel est votre film préféré de Cassavetes, l'un et l'autre, puisque vous avez dû les revoir? Alors, moi, c'est Minnie and Moskowitz. Mais pourquoi? Alors, c'est le film de Cassavetes que lui-même considérait comme sa comédie, enfin comme le film le plus léger. Moi, j'y pense tout le temps. Je peux pas vraiment dire pourquoi. Je trouve qu'il y a quelque chose de totalement solaire et en même temps cruel et très tendre dans ce film. Et j'aime l'image, j'aime les acteurs, j'aime tout. C'est un film qui raconte la rencontre entre deux personnages. Moi, c'est quelque chose qui m'obsède personnellement, juste la rencontre. Et c'est un film il y a 45 minutes, même plus 50 minutes qui se passent avant que les deux personnages se rencontrent. Donc il y a une sorte de présupposé aussi que, non, moi je fais faire une comédie romantique, mais au lieu que ça se passe dans les 5 premières minutes, ça se passera à la fin. Quasiment 1 heure. Sébastien? Moi j'allais dire le même, donc je vais pas dire le même. Ah bah si, vous pouvez. Non, parce peut-être que pas pour les mêmes raisons. En fait j'ai du mal à me situer. En fait, suivant les périodes, j'ai des films préférés. Donc moi il y a Love Streams qui est un peu le dernier. Il y a un faux dernier, c'est marrant, qui s'appelle Big Trouble, mais qui est pas vraiment un film de Cassavetes. Et Love Streams qui est un peu le dernier, qui est le crépuscule un peu de John et Jenna, où on les voit réunis ensemble et ils jouent un frère et une sœur, et c'est un peu pareil, qui vivent ensemble. Ouais, voilà, et au bout d'1h30 on apprend qu'en fait ils sont frères et sœurs. On apprend très tard en fait qu'ils sont frères et sœurs, et je le trouve vraiment très beau parce que c'est le Cassavetes de la fin aussi, usé. Il s'est usé tout seul. Il s'est usé tout seul, il est fatigué, il est malade, et en même temps il garde cette énergie folle, et c'est magnifique. Merci Constance Meyer, merci Sébastien Poudroux. Merci Béline. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.